Arrête, Golgoth, arrête-toi. Y a plus de python, tu vois bien, ça peut pas être là. Golgoth ne répond rien. Il lève la tête vers le haut de la paroi. La face est à l'ombre depuis 3 heures maintenant. Il a plu dessus et ça a regelé. Regarde la roche, Puteborn, c'est complètement verglacé. Il faut redescendre avant que la nuit tombe. Jusqu'où tu veux redescendre? Coupe Erg, jusqu'au névé. Tu débloques, Pietro, ou quoi? Il y a à 18, avec 3 cordes. On n'y sera jamais avant la nuit. Nous n'avons plus le choix, nous ne pouvons pas dormir ici. Si, on peut. Erg referme la visière de son casque et me tourne brutalement le dos. Il passe la corde dans son 8 et le 8 dans le mousqueton de son harnais. Il s'approche de la fissure et y glisse un coinceur. Il le teste, puis s'arrime dessus. Tu peux y aller, Goth. Fresque à terre. Je n'insiste même pas. Je laisse filer. Je n'ai plus l'énergie de m'énerver. La vire où nous nous tenons fait moins de 2 mètres sur 10 de large. Elle n'est qu'un balcon sans rambarde sur le vide. Dessous, je ne cherche plus à regarder. Peut-être 200, 300 mètres jusqu'à la pente du névé d'à pic, coupée de rares ressauts trop courts pour un quelconque bivouac. J'ai du mal à détordre mes quadriceps. Je n'imagine pas ce que ça peut être pour les autres. Steppe assure à oui, enfin il la hisse plus qu'il ne l'assure depuis 1 heure. Talvek a calé ses crampons dans la neige durcissante et avec Firost, il remonte Alm à la force des bras. Ça y est, elles sortent toutes deux du surplomb. Elles prennent pied sur la vire et ne s'assoient pas, elles s'écroulent. Ni merci à la bouche, ni question, elles sont au-delà, dans la survie. D'un geste mécanique, je secoue le grésil qui ruisselle de la paroi. Je frappe mon casque du poing pour briser la croûte de givre. À nouveau, Golgoth a décidé d'ouvrir en tête. Il n'a pas été relayé depuis 6, 8 ou 10 longueurs. Arval a protesté, puis Firost, puis Erg. Caracol s'est proposé au début. « Ça va, les singes, gardez votre niaque pour la suite », a répondu Golgoth. Quelle suite? Il s'épuise par orgueil, mais pour prouver quoi? Absurde. « Erg, tu devrais le relayer !» Erg fait semblant de n'avoir pas entendu. Il a les yeux rivés sur Golgoth qui vient de s'élever de 2 mètres. Il le soutient à bout de voix. Fresque à terre, suis la fissure. Tu vas finir par trouver un python. Encore 4 ou 5 mètres et tu devrais en voir un. Ils ont pas pu passer ailleurs. Bernac, c'est lisse comme un cul de bouteille. T'as 30 mètres au pire à faire jusqu'au ressaut. Là-haut, on pourra se poser pour la nuit. Ouais. Savec, Yac. tu veux que je te relaie? Hé, God, Verchemi. Savec. Se hissant comme il peut, mains et pieds dans la fissure verticale, sa seule échappée vers le haut, Golgoth progresse avec la plus voyante difficulté. À chaque enchaînement, le vent glacial lui filtre du sommet, nous porte aux oreilles, à travers l'épaisseur du casque de cuir, le tac des mousquetons qui cliquettent sur ses hanches et ce frétillement d'acier sans voix, privé des jurons et des borborigmes de Golgoth, dit assez sa peur et la tétanie taquinante qui envahit ses muscles. Il y a, de minute en minute, 1 ou 2 signes francs, une alerte. Au tremblement du mollet d'abord, lors d'une série d'appuis périlleux sur les seules pointes avant, puis les bras, soumis depuis trop d'heures à des tractions à bout de doigts sur des réglettes si tenues que les tendons payent maintenant le prix de l'effort soutenu. Péniblement, Golgoth s'est tout de même soulevé. Je ne vois pas d'autre mot. À une dizaine de mètres au-dessus de la vire. Gêné par cette neige fine comme une eau qui lui coule dans les manches et sur le visage. Il arrive à présent au point le plus critique de cette portion de paroi, un impressionnant dévers que coiffe un surplomb gorgé de neige fondue qui a regelé, formant calotte. Là où il se trouve, la roche noire brille, gluante de glace. Python, il y a un python, là. Mousquetonne de suite, Yac. Golgoth coince, tant bien que mal, son pied et son coude gauche dans la fissure. Sous une rafale, la corde oscille en grand S derrière lui et il ballotte un peu, ce qui trahit, mieux que tout signe, son extrême fatigue physique. Python pris dans la glace. Plasque. D'un regard, Erg cherche Firost sur la vire et lui intime de s'approcher. À mi-voix, il lui dit d'empoigner derrière lui la corde d'assurance et de se tenir prêt. Il va tomber. Arrête tes conneries, macaque! Dès qu'il rip, tu réfléchis pas. Tu avales une longueur de corde, chaque mètre que t'avaleras raccourcira sa chute, t'as compris? Évidemment, mais il tombera pas, c'est le goth, merde! Tu sais ce qu'il fait? Puis Erg s'adresse à nouveau à Golgoth sur un ton qui se veut chaleureux et tranquille. Je suis terrorisée. Dégage le python, violet.
passe une dégaine dedans. Sur un souffle, Golgoth retire sa main droite de la fissure et cherche, à tâtons dans son dos, le mousqueton qui libère le piolet. Il ne parvient qu'à ouvrir 2 dégaines qui dégringolent en tintant le long de la paroi et s'enfoncent dans la neige. Pietro les ramasse. Renonçant à insister, Golgoth rapproche son buste de la paroi et à coups de casque, utilisant le triangle d'impact vissé au front, il se met à fratter le python. 1 fois, 2 fois, encore! Encourage Firost. Tu vas y arriver. Tiens bon. La tête de Golgoth s'appât une nouvelle fois. Un fracas de bec sur une vitre. Encore 1 fois. Encore. Son bras droit tremble, convulsivement, dangereusement. Je me surprends à compter les mètres. 10, 11, 12. Je jette un œil vers le précipice. J'ai du froid qui me rentre dans la gorge par goulets. Tiens bon le goth, tiens bon le coup! Mais bientôt, les spasmes de la crante fut indiscutable. Il se répercuta en un frisson sur l'ensemble du corps. Jette-toi. Cria Erg. Golgoth avait déjà lâché prise. D'un ultime réflexe, se projeta en arrière de la paroi d'un coup de pied et de rein, désespéré, et il accepta l'inévitable. Apprécier la durée d'une chute est un exercice impossible et la mémoire, à ces sujets, ne produit jamais qu'une reconstitution au ralenti. En vérité, je crois qu'elle fut si rapide que personne n'eut le temps de chercher à s'écarter du tronc de chair et de vêtements qui tomba sur nous. Golgoth vint frapper, toute fibre tendue, la croupe qui ourlait la pique. Sous l'impact, son corps se tassa en boule et rebondit sur le matelas de neige avant de ricocher vers le vide. Je regarde le coinceur. Je regarde Erg, Firost, la corde. Tout a tenu bon. Golgoth m'est passé à 1 mètre. Il est arrivé si vite. Je n'ai pas le courage. Pas le courage de me pencher, d'aller voir ce qui pend au bout. Firost a retiré son casque. Il regarde Erg effondré. Il a tenu la corde, oui, mais il n'a pas eu le réflexe d'avaler pendant la chute. « Va voir !» lui jette Erg. Il a encaissé le poids à hauteur de harnais. Le mouvement de balancier l'a projeté contre la roche. Il s'est talé l'épaule. Il a les reins brisés et grimace. La corde lui a raclé la cuisse et les mains comme un câble. « Va voir !» répète-t-il. « Golgoth !» C'est Alvek qui appelle. « Golgoth !» Arval a lancé la corde de rappel. Il n'attend pas d'ordre. Celui qui lui en donne gît depuis 35 ans à son aplomb. Alors il y va. « Arval, tu le vois ?» demande Orochi d'une voix blanche. Yak. Comment il est? Tout mou, hoche, pas bien. Il est vivant? Erg va le remonter, empêche-le de penduler si tu peux. Alm, Silenfre a été touché. Qui? Silenfre. Oui, quoi? Il a pris un coup de piolet dans le crâne, le piolet de Golgoth. Il s'est évanoui, ça a l'air grave. Sur la vire, nous vivons une sorte d'hystérésis, de panique au ralenti. Des cris inaudibles sortent des passe-montagnes, s'extirpent des casques. Des ordres jetés en l'air se fondent au frima qui descend lentement du sommet. Les actes qui devraient y correspondre ont une conscience poudreuse et décalée. La catastrophe est si évidente que tout en moi refuse obstinément de l'intégrer. Puis l'écluse lâche, et ça déferle entier. Si au bout de cette corde, nous sommes en train de remonter un cadavre, la 34e horde est morte. Je le sais. Je le sais comme chacun ici le sait. Comme chaque visage nu, casque à la main, égaré, abruti, le montre. Comme les gestes hachés de Firost et son effroi fixe. Sa culpabilité énorme le surexpose. Erg, ni Firost, ni quiconque ne sera jamais un tresseur de la trente de Golgoth. Jamais. Je ne sais même pas si je serais là aujourd'hui sans son charisme, sa hargne portante. Si Pietro y serait. Si l'on se serait engagé depuis 16 jours maintenant au cœur de Norska, auprès de ces salves ininterrompues d'avertissements contraires à Camboban, ces récits sobres mais atroces de nos parents, cette mort glaciale qu'ils ont vécue avant nous et qui nous prend maintenant notre traceur. Talveg le détache et l'allonge sous une couverture. Orochi lui parle, se penche sur son visage pour s'assurer de sa respiration, soulève sa tête et libère sa gorge. Un liquide s'écoule aux commissures. Elle le met en position latérale de sécurité, ouvre sa veste en peau et descend sa main sur le cœur.
Il y a un éclair sur sa figure crispée, une grimace qui se découd, qui échancre le tissu de frayeur. Son cœur bat correctement. Alme s'est détachée de Silanfre et s'approche à présent. Elle extrait des caillots de la bouche de Golgoth. Elle tâte les os tout le long des 4 membres. Elle repère les contusions et les plaies, en mesure l'ampleur. Enfin, elle ose retirer le casque avec délicatesse. Du sang glue à l'arrière de la tête. Elle prend un peu de neige et nettoie. Elle a l'air épuisée. Elle tremble. Nous sommes agglutinés au chevet de Golgoth. Nous la gênons. Le verdict tombe. Il a perdu connaissance. À première vue, rien n'est cassé. Il faut éviter qu'il s'étouffe. Sa tête a touché, mais je crois qu'il a eu une chance énorme de rebondir sur la neige. Ça a amorti le choc. Par contre, pour Silanfre, Qu'est-ce qu'il a ? Susurre Aoi. apparemment, il a pris le piolet de Golgoth de plein fouet dans la chute. Il perd du sang par le nez et les oreilles. Ça signifie qu'il a un traumatisme crânien. Il peut s'en sortir. Si le traumatisme est léger, peut-être. Mais il faut le ramener à Camp Boban si on veut le sauver. Et le plus vite possible. La nuit tombe, Alme. Il faut installer la tente, d'urgence. Je ne sais même pas si on va tenir à 18 sur cette plateforme. On a 3 blessés avec Erg et tout le monde est à la rupture. Je propose qu'on prenne cette décision demain. L'urgence, c'est de rester en vie et de les mettre au chaud pour la nuit. Personne ne discute mes paroles. D'aussi loin que le regard porte, les pentes bleuissent. L'ombre s'étend sur la moraine où nous marchions encore ce matin. Seuls les pics et les crêtes accrochent encore la lumière. Et si Golgoth ne se réveillait plus ? Alme sort ses fioles pour le ranimer pendant que Talveg mesure la largeur de la vire et calcule les couchages. On ne tiendra pas à 18. 15 ou 16, c'est le maximum. Comment on va faire ? Il faut que 2 personnes se dévouent pour dormir dehors dans les hamacs. On va pitonner dans la fissure et les suspendre. Avec les surduvets en peau de yak, ça devrait être supportable. En espérant que le vent reste tranquille. Sinon, nous aurons 2 morts de plus. La frontière entre l'humour noir et la vérité blanche devenait indécidable. Étroite était la vire, si proche le vide. La fatigue et l'abattement tellement massifs que l'installation de la tente fut un cauchemar de lenteur et d'approximation. Personne ne savant quoi faire, ni comment, chacun s'en remettant aux autres, se collant à la paroi, amont, maladroit, plié à l'écart, incapable d'être utile. Les rares gestes efficaces venaient d'Orochi et de Horst. Pietro soufflait à genoux dans la neige. Firost et Darbon ne quittaient pas Golgoth. Erg se remettait les vertèbres et bandait sa cuisse éraflée. Arval claquait des dents en lovant les cordes. Au centre, Aoi, Coriolis et Larco, Tours, je crois aussi. D'autres mottes avec eux. Je n'arrivais pas à les dissocier. Gisais allongé dans la neige à la limite de la conscience, sans même le réflexe d'aider ou d'allumer un globe pour se réchauffer. J'essayais, pour ma part, de suivre les indications d'Orochi, de rester lié à tous, clairvoyant autant que possible, et je repensais en boucle à mon père. Je reformais en les distordant les phrases qu'il m'avait assénées jusqu'à la mémorisation pendant ces 2 mois. Le plus difficile, tu verras, c'est quand ça devient si absurde que tout le monde perd sa lucidité. Essaie, toi, de toujours te distancier, au moins mentalement, de ta fatigue. Essaie de garder cette chose précieuse que Matsukaze appelle le discernement. Reste présent, mais recule dans un coin de ta tête à ces moments-là. Ne te laisse pas contaminer par ton corps. Si tu y parviens, tu survivras. Enfin, rien n'est plus facile à dire que quand on est là, assis dans notre fauteuil frais et dispo. Quand tu touches le fond de l'épuisement, que la machine ne suit plus, sauve. C'est autre chose. Le plus dur, ce sont les morts. Personne n'a la carrure pour supporter le voir mourir. Personne, crois-moi. Un mort, c'est pire que le pire des furvents. C'est pire que la 7e forme. Ça te détruit à l'intérieur. Ça tue une partie de toi. Ça tue l'espoir. Ça rend tout vain. On n'a pas su dépasser le choc de nos morts à répétition. On n'a pas su. C'est pour ça qu'on a fini là, à Camp Boban. C'est pour ça qu'on a échoué.
Si vous êtes prêt à voir mourir 5, 10, 15 ordiers, à perdre voire même votre Golgoth et à continuer quand même, alors vous passerez. En tout cas, vous aurez une chance. Ne me demande pas si ça vaut la peine, hein, Sauve. Ne me demande rien. Je sais pas. J'ai jamais su répondre à cette question. Ni à 8 ans, ni à 40, ni aujourd'hui à 70 ans. La tente a été dressée, arrimée et pitonnée en 8 points. Aoi a allumé le réchaud à huile, la neige fond interminablement. Assis, je touche la toile de ma tête. Assis, on tient à 18, mais pas couché. Step s'est dévoué pour dormir dehors malgré l'imploration d'Aoi. Et puis Talvek. Je l'ai béni. Je suis carbonisé. Golgoth gît toujours inconscient, Slanfre somnole et parle un peu, mais il continue à vomir et à perdre du sang goutte après goutte par les oreilles. Alm s'est endormie sur lui sans être capable d'arrêter les vomissements. Elle dort, pliée en deux, tordue. Je ressens la chaleur enveloppante alentour, le cocon de toile doublé à la fourrure d'Ovibo, la chaleur et le silence, le bourdonnant silence. Du dehors filtre encore le sifflement des rafales et ce vent coulis, glissant à fleur de sol qui me tient éveillé. Un sérac gigantesque s'effondre au loin dans un fracas sourd décroissant. Le brusque regel qui annonce la nuit détache une mitraille de cailloux dans un couloir tout proche. Ce son sec de cavalcade, j'en fais une ligne de batterie et de percussions minérales voulues. Tant que je peux composer avec le bruit du monde. Tant que j'entendrai les avalanches faire vibrer les nappes d'air, tant que j'aurai la force d'écouter la musique, comme dans ce conte fabuleux de Caracol où tout commençait, tout naissait du son. Le vent, l'air ne sont qu'un son, un sang actif, un son mobile, un sang épais qui pousse et qui s'épand. Mon esprit file vers Camboban, vers mon père, vers le sourire si plein de ma mère, là-bas. Je sais qu'ils n'espèrent qu'une chose, que nous renoncions avant qu'il ne soit trop tard. Eux ont tenu 1 mois, plus 3 semaines pour le retour. Nous ne faisons que suivre jusqu'à maintenant leurs traces, leurs conseils. On ne s'en sort pas si mal. On ne s'en sortait pas si mal jusqu'à ce soir. Mais cette paroi, jamais je n'avais escaladé une paroi aussi engagée. La peur a usé la moitié de mon énergie, la peur de tomber, de faire tomber les autres. Les traversées de vire, où l'on s'encorde sans s'arrimer, sont les pires. L'habitude du vide. Qui l'a? À part Arval et Caracol qui sont naturellement agiles, à part Erg qui a la puissance et l'adresse, nous ne sommes pas des grimpeurs. Nous avons appris, oui. Golgoth grimpe en force, au courage, mais son rapport poids-puissance est défavorable. Il a été au bout de ses capacités. Et voilà, son visage tanné ressemble à bronze sous la lanterne. Si je croyais à quelque chose, je prierais pour lui. Je ne crois à rien. À l'extrême amont. Sans doute, peut-être encore un peu. Toutefois, même si je n'y croyais pas, je serais ici ce soir, au milieu de cette paroi avec la horde. C'est ma seule certitude. Ce n'est pas l'extrême amont qui me tire. Ce sont eux, nous. Je crois comme Sauve que notre grandeur, notre vraie noblesse, elle tient dans le volume de cette tente. Qu'importe où nous allons, honnêtement. Je ne le cache pas, de moins en moins. Qu'importe ce qu'il y a au bout, ce qui vaut, ce qui restera,
n'est pas le nombre de cols de haute altitude que nous passerons vivants, n'est pas l'emplacement où nous finirons par planter notre oriflamme, au milieu d'un champ de neige ou au sommet d'un dernier pic dont on ne pourra plus jamais redescendre, n'est plus de savoir combien de kilomètres en amont du drapeau de nos parents nous nous écoulerons. Je m'en fiche. Ce qui restera est une certaine qualité d'amitié, architecturée par l'estime, et brodée des quelques rires, des quelques éclats de courage ou de génie qu'on aura pu s'offrir les uns les autres. Pour tout ça, les filles et les gars, je vous dis merci. Merci. Pour cette petite veillée à la fraîche, frères d'âme, j'aurais espéré public plus alerte, mais quoi? Les bons contes font les bons amis, à bon chat, bon rat, qui dort, dîne et adviennent que pourrave. Comme vous le constaterez par vous-même, notre auditoire se clairsème. Certains préfèrent feindre une mauvaise chute pour roupiller. Un autre allègue un piolet volant, violine entente pour se boucher les oreilles. D'aucuns évoquent la saine fatigue du grand air. Plusieurs encore ronflent et se dégonflent, soit. Par son débit rapide, par son timbre percutant et clair, par son phrasé leste et fluide, Caracol m'a tiré de ma torpeur. Je me redresse sur un coude et remarque que la casserole bout sous les yeux fermés d'Aoi, si bien que je l'empoigne, et remplis et passe l'un après l'autre les bols fumants de soupe aux rares ordiers qui n'ont pas sombré. J'allonge doucement Aoi contre Steppe, qui se ressource avant la nuit polaire qui l'attend. Et lapant la soupe trop chaude que j'enrichis de farine d'orge, j'écoute notre troubadour qui, tout fourbu qu'il est, trouve encore en bouche le souffle de nous distraire. Faute aussi d'avoir pu depuis 2 jours rien compter de probant et trop heureux de pouvoir une fois encore en pareil état d'éreintement nous prendre à contre-pied. C'est réussi. Alors, pour qui sonne la glace, vous demandez-vous? Golgoth s'en sortira-t-elle? Silan fera-t-il besoin de camphre? Le grand ergue est-il donc aussi solide qu'un iceberg? Oracle, que neige, que neige, que neige, point prévu ces chutes impromptues? Devin et voyant, augure ou prophète, passeur d'avenir et lanceur de pistes, ainsi me lisez-vous? À raison, car à vrai dire, je suis aussi aéromancien et vous vous dites que j'ai vu peut-être, qui sait, un fragment du futur, fut-il qui nous attend? Fut-il le futur furtif qui se faufile sans forcément s'annoncer? Fiante, et j'en plaisanterai. Mais ni, puisque vous me pressez, je le sens d'en dire davantage, de faire mieux, d'aller au-delà du fatras de mots fa dont je me drape. Oh, alors oui, demain sera... Caracol se tourne vers l'Arco, dont Ajaï l'invite lasse. Il somnole, blotti contre Coriolis, dont il essaie de réchauffer les mains en les fourrant sous l'épaisseur de ses vêtements contre son torse. Sous la réplique, notre troubadour bifurque. Il change de ton du tout au tout et confie à mi-voix, avec une sobriété chez lui souvent équivoque ou piégeante. J'arrive au bout, comme beaucoup d'entre vous, il se passe des choses en moi qu'il me serait longué de vous expliquer. Le blanc, ce blanc en larges aplats me tarit. J'ai soif de couleurs fauves, de rouge vif, de jaune d'œuf, d'orange en feu, soif. Ici, on avance dans l'univers, le blanchiment du monde, et Caca a besoin du divers polymorphe, sinon vous le connaissez, le bougre. Il s'éteint et lanterne, il coagule de la globule, vous me suivez? Un peu, continue. Point moi savoir pourquoi, mais plus je décline, plus mes visions sont fréquentes, plus j'intercepte boucles et pelotes de vent. Il en sort tellement de vous tous, de plus en plus par flopée, ça fuit par vos pores, ça expire de vos gorges, si vous saviez. Quand vous toussez, quand vous crachez sans arrêt, quand vous parlez tout le long de la paroi cet après-midi, tout le long des pelotes qui flottaient, qui se débobinaient du bord de vos lèvres avec des nœuds d'air bien compacts, ou des broutilles vite déliées mais vivantes, actives. Et alors je ne peux pas m'empêcher de les avaler, j'en ai besoin, ça me fait du bien, ça me redonne du jus. Il n'y a pas de mal, Caracol. Tu absorbes des lambeaux de vif, des lambeaux qui nous échappent dans l'effort. Tant mieux s'ils te nourrissent, si ça t'aide à tenir, suggère Orochi. Le problème, maîtresse, est que ces lambeaux et ces pelotes, elles sont chargées. Chargées ? Chargées de
de vos devenirs. Elles portent une charge affective, une polarité d'avenir qui vous échappe. La plupart tournent sur elles-mêmes un peu comme des roues, voilà, qui seraient sorties de leur essieu, qui continueraient à rouler à côté du char à voile. Je ne vois rien du char, mais je peux deviner où il va, juste en suivant la direction des roues. À part qu'il existe des dizaines de roues, n'est-ce pas? Orochi est la seule encore alerte. Et qui doivent partir dans toutes les directions. Parfois, c'est comme si les roues préexistaient au Vélichar. Elles roulent pour elles-mêmes dans le vide, elles vagabondent. Tu ne les situes pas puisqu'elles sont faites de vent, pourtant tu avances. Vous vous baladez avec votre char, votre charpente au jugé, et hop, tu entres au voisinage d'un jeu de roues et ton char part tout seul, il file, pris dans un devenir qui n'était jusque-là qu'en latence. Ça doit pas être toujours drôle d'être caracole. Caracol, est-ce que tu devines pourquoi nous expulsons autant de brins de vif ici dans Norska? Et pourquoi tu les perçois de mieux en mieux? Pas vraiment, vraiment. Et toi? J'imagine qu'on se purifie, qu'on abandonne certains devenirs pour se recentrer sur notre quête intime, afin de survivre. Ce serait assez logique. Et pour moi, pourquoi je perçois toutes ces roues? Tu les vois, toi? Certaines, celles de Sov, celles de Golgoth et d'Erg, celles de Steppe, les plus nettes. Orochi change de position pour soulager ses muscles. Elle hésite à poursuivre, me jette un regard et baisse la tête vers la lanterne dont elle règle le débit de la flamme qui hoquette. Les rafales s'accentuent à l'extérieur. Talvex est résolu à sortir pour pitonner les hamacs avant que la nuit ne soit totale. Est-ce que tu as déjà vu ton propre avenir, Caracol? Caracol se redresse. Il est surpris par la question. Sous la chaleur croissante qui s'élève dans le cocon, ses cheveux bouclent à vue d'œil et quelques gouttes glissent sur sa barbe récente. Il enlève sa pelisse d'Isatis, comme s'il voulait nous montrer qu'en dessous, il porte toujours son éternel maillot d'arlequin, auquel il a d'ailleurs ajouté en surcouture, à Camp Bobagne, une dizaine de bouts de tissu pris sur les vêtements de nos parents et de quelques mômes. Il observe un silence absent, puis... Oui, j'ai vu mon avenir. Il sera bref. Quand penses-tu mourir? Je mourrai quand il n'y aura plus de couleur. Même plus sur ton maillot? Essayai-je de plaisanter? Ce maillot me survivra, Sov. Et c'est toi qui le porteras. Sache-le déjà et toujours. J'explosais. J'en ai marre de tes oracles, mais marre, Carac. Je me fous de ce que tu survivras, là. Je veux pas que tu crèves. Et tant que je serai là, tu crèveras pas, c'est clair. C'est ma vision. Et le jour où il n'y aura plus de couleur nulle part, où tout sera blanc sur la terre comme au ciel, je me trancherai une veine pour que tu puisses encore voir du rouge. Tu captes? J'étais à bout de nerfs, et Caracol le sentit. Il me regarda plusieurs secondes éberlué par ce que j'avais dit, et ses yeux se mirent à briller. J'étais moi-même émue. Orochi ne savait plus quoi dire. Nous allons tous survivre. Calmez-vous. Nous sauverons Golgoth, et nous sauverons Silanfre. Ils vont s'en sortir. Erg a amorti la chute de Golgoth en laissant filer la corde. Il a ruiné ses gants, mais il lui a sans doute sauvé la vie. Steppe ouvrit la tente et il se retourna au moment de sortir pour nous regarder tous très longuement, pour me dévisager, moi, encore et encore. Il sortait. Il fallait sortir. On ne tenait pas tous à cause des sacs, des tas de crampons, et on ne pouvait pas prendre le risque d'étouffer Golgoth ou Silanfre. Hein? Ouais, on ne peut pas, hein, petite source. M'avait-il demandé pour avoir mon assentiment, afin qu'il puisse sortir le cœur léger, avec mon sourire en lui. C'était tout ce que je pouvais encore lui offrir. Ce sourire et mon amour, cette peau pour le protéger par-dessous l'épaisseur de laine d'ovibos et de renard polaire, qu'il allait s'enrouler autour du corps, dedans le duvet fourré, plus le bonnet en hermine et la chapka de loutre, tous ces animaux avec lui. Un beau présage. Depuis 8 jours, je ne parle plus aux autres, même plus à Alm ni à Orochi, plus rien à propos de Steppe. Ça a commencé très tôt, dès le premier Krivietz qui nous a vraiment mis au supplice sur le plateau de Leufn. Ces transformations. Ce soir-là, avant de se coucher dans notre duvet jumelable,
Stepp a refusé de se déshabiller. Il a prétendu qu'il avait froid. Il n'a jamais froid, le lynxo. Je le sais, il m'épate toujours. J'ai commencé à pouffer, à approcher ma main sous son maillot. Il l'a retiré. Je n'ai pas voulu insister. Au seuil du sommeil, je me suis pelotonnée contre lui et alors j'ai senti, au toucher, à l'odeur, au goût dans le cou. Ça sentait le bois frais. J'ai effleuré son dos comme j'aurais caressé un tronc. C'était solide à figer le sang massif. Mes doigts s'enfonçaient à peine et tièdes comme un manche de cuillère. Sa peau avait une consistance de papier épais et râpeux qui m'empêcha de continuer. Le souffle suspendu, j'allumais la lanterne et je soulevais son maillot à la naissance du dos. Il était d'un blanc crémeux, tavelé de traits bruns bouleaux. Il entrait en transition végétale. Le Grône avait fini par gagner son combat. Tu as compris? Murmura-t-il alors. J'avais déjà mouché la flamme. J'ai eu un sursaut à l'entendre. Je crois, oui. Serre-toi contre moi. Serre-moi fort, petite source, très très fort. Je ne sens plus tes mains, je ne sens plus ta chaleur, je ne sens plus rien. Il se retourna vers moi et ses tétons m'écorchèrent les seins. Je remontai mes mains vers sa nuque, vers son visage. Il était encore chaud et souple, ses joues étaient humides. Il pleurait avec douceur. Je pars, Aoi. Je pars. Tu comprends? Tu m'aimeras encore si je deviens... Tu m'aimes encore? Oui. Intacte est demeurée sa voix, et presque intacte ses mains. D'une nuit sur l'autre, les ongles se sont effilés jusqu'à devenir déchirables. Des nœuds ont durci à la pliure des phalanges, mais la souplesse est restée. L'écorche blanche a fini par faire le tour de sa nuque et lui est remontée sous le visage. Certains l'ont remarqué, d'autres ont fait semblant de ne pas. Il n'y a rien à dire de toute façon, n'est-ce pas? Et si peu à faire. L'instinct de survie décide, dit Orochi. Le végétal prend le pas sur sa partie humaine à cause des conditions extrêmes. Un bouleau résiste à -40, pas la chair, le corps a arbitré la symbiose. Pourvu qu'il arrive à équilibrer les deux puissances en lui, pourvu. Oui. Pourvu. Il s'est désigné ce soir parce qu'il sait qu'il tiendra mieux au froid qu'aucun de nous ici. La journée, puisqu'il bouge, le sang circule bien et le charnu regagne en lui à tel point que chaque soir... C'est stupide. Je m'accroche à l'espoir qu'il pourrait redevenir comme avant. Je me dis... Mais la nuit, l'arbrification profite de l'immobilité des membres et il a un mal fou à se mettre debout le matin, ça s'aggrave. Les genoux, son bassin, sa nuque sont si rigides que je dois le masser de toutes mes forces. Je triture Stepp à m'en tordre les mains. Je l'oblige à se plier, à faire craquer les articulations soudées, à se décoller une par une les vertèbres. Mais je ne peux plus grand-chose contre les fibres végétales qui s'insinuent dans sa masse musculaire. Autant que je peux, je lui active le sang afin de chasser la sève qui monte dans la colonne. Je me bats pour lui. Mais lui ne se bat plus, il se laisse coloniser. Je sais même plus ce qu'il veut. Il est attiré. Je n'ai plus peur. J'ai presque envie, petite source. C'est tellement serein de l'autre côté, tellement plein. Ça s'est arrêté de saigner pendant la nuit. Silenfre a un caillot coagulé contre le tympan, mais il est incapable de continuer. Il a des vertiges, même assis. Et si on reste ici une journée de plus? C'est trop dangereux. Dès que le soleil va chauffer la paroi, des avalanches vont se déclencher, les pierres vont commencer à tomber. Il faudra être sorti de la goulotte que tu vois là-haut au plus tard 2 heures après les premiers rayons. Et Golgoth? Il a ronflé cette nuit, mais il est toujours inconscient. Je crains le pire.
Quelqu'un est allé réveiller Talvek et Step? J'y vais. Le hamac de Step était vide. Un instant, je crus qu'il avait basculé dans le précipice pendant la nuit. La vérité était pire. Dans le hamac, la neige recouvrait un tas de pots d'Ovibo et de vêtements. Il avait dû quitter lui-même le hamac et s'être déshabillé. La suite n'était pas difficile à anticiper. Je levai la tête et je le vis, au pied du dièdre, logé dans la fissure. Le tronc faisait son mètre 80 et les 2 seules branches, terminées par 5 rameaux nus, avaient chacune la taille d'un bras. Cet arbre n'existait pas hier soir. Il n'y avait aucun de doute possible. Je ne le laisserai pas là. La voix d'Aoi ne flotte pas. Elle n'appelle pas de contre-argument. Elle cloue une certitude absolue. Orochi, pas plus que quiconque, n'essaiera de s'y opposer ni même de suggérer une alternative, bien que l'arbre, à l'évidence, soit si solidement enraciné dans la fissure qu'il paraît impossible de l'arracher pour l'emporter. Sauf à l'entailler au piolet, ce qu'aucun de nous n'ose imaginer. Dépassée par l'événement, nous regardons Aoi prendre la décision qu'elle seule peut prendre. Elle escalade le maître de fissure, s'approche de l'arbre et lui murmure des caresses inaudibles, puis elle empoigne son piolet et choisit le bras gauche. Des copeaux indéfinissables de chair giclent sous la cognée du piolet et un liquide clair poisse le long du tronc, mais Aoi préfère ne pas regarder. Lorsque la branche cède, elle la glisse satisfaite dans son sac à dos et redescend jusqu'à nous. Les cheveux détachés, Orochi a de la peine à articuler l'inévitable. Tu vas redescendre à Camboban, c'est ça? Oui. Il n'y a que là-bas que je pourrais le sauver. Mais qu'est-ce que tu comptes faire? Je vais le bouturer et le replanter dans notre jardin, près de la cabane où naîtra notre enfant. Tu attends un... Oui. Une joie chaotique me prend au ventre. J'aimerais tellement lui dire qu'elle a raison, que je l'envie. Ce qui sort de moi est dérisoire. Tu sais que tu renonces à l'extrême amont si tu repars au campement. On ne pourra pas t'attendre. On doit aller au bout. Ne te décide pas sur un coup de tête. Je sais, grande sœur. Je ne verrai jamais l'extrême amont. Mais j'aurai été au bout de ma quête, à ma façon. Tu vas me manquer. J'ai tout vécu avec toi. Oui, j'ai besoin que tu... Aoi est au bord de craquer, mais elle a un sursaut de volonté, de dureté. J'ai eu la chance de trouver en chemin ce que je cherchais. Je cherchais l'amour. Step a été un miracle pour ma vie. J'ai accepté de m'engager dans Norska pour lui, vous le savez bien. Il était persuadé qu'au beau nous trouverions le jardin des origines. Là, il pensait que toutes les plantes de l'univers poussent, que proviennent toutes les graines qui pollinisent l'aval. C'est ce qu'il croyait. Une partie de lui restera là. L'autre est dans la branche. Son vif circule dedans, pars et replante-le. Fais-le pousser là-bas. Inquiet, j'interviens. Tu penses que tu peux rejoindre Camboban toute seule? Tu as au moins 10 jours de neige et de glace avec des passages très... Je pars avec elle. Annonça Alm. Et avec Silenfre. Si nous atteignons Camboban assez vite, il y a une chance de survivre. Dans Norska, il n'y en a aucune et de toute façon, il vous retarderait. La décision vient de basculer. Silenfre nous regarde tous sur la vire, alignés avec maladresse les uns derrière les autres. 200 mètres plus haut, le soleil commence à éclabousser la paroi. Le crivette demeure faible, mais il est glacé. Silenfre. Je voulais vous dire merci de m'avoir supporté toutes ces années. D'avoir supporté ma musique et mes bouts en bois, mes cuillères et mes éoliennes. Celle de Léarque était plus solide. Allez au bout les gars et revenez nous raconter. Vous avez la trempe pour le faire, avec ou sans Golgoth. Merci, Silenfre. C'est fou de se quitter ici après 35 ans. Complètement dingue. J'espère que ça vaudra le coup là-haut, que ça vaut de vous perdre. Fais attention à toi, Alm, au coude de l'œuf. Faites surtout attention à vous.
Je ne serai plus là pour vous soigner. Je vous ai laissé toutes les réserves d'acide de saule. Si vous avez trop mal à la tête en altitude, redescendez. Évitez l'embolie. Et évitez les gelures surtout, et l'hypothermie. Et buvez toujours beaucoup d'eau. On t'aime, maman. Moi aussi. Nous leur laissâmes une corde et assez de nourriture pour 10 jours. Ils fixèrent leur appel. Alme d'abord, puis Silanfre. Ils disparurent sous la vire, dans le vide, dans un raclement de crampons et de poudreuses chuintantes. Il ne restait plus qu'Aoi qui avait ressorti sa branche du sac et l'avait emmitouflée dans son duvet avant de la refourrer dans son sac. Elle tint à embrasser un après l'autre chacun d'entre nous. Lorsqu'elle m'en lassa, elle me glissa. Occupe-toi de Roshi. Aimez-vous, fais-lui un bébé. Puis elle m'embrassa sur la bouche. À la fin, il ne restait plus que Golgoth, allongé sur son duvet au bout de la vire. Alors elle s'approcha respectueusement, s'agenouilla auprès de lui caressa lentement le visage en lui parlant, et elle l'embrassa. Golgoth s'ébroua alors, il ouvrit les yeux mi-clos et balbutia. « On y est ? On y est ?» Pas encore. Mais vous vous rapprochez. Et moi je m'éloigne, je vous quitte. Pourquoi ? Eut la présence d'esprit de répondre Golgoth, et sa figure montrait le plus sincère désarroi. « J'ai besoin de toi pour les feux et l'eau et les plantes. » Merci. Merci de m'avoir toujours respecté. Alors, elle se leva, elle empoigna la corde de rappel et sans regarder vers le bas, elle commença à descendre. Soyez forts, je penserai à vous. Elle pleurait, sa voix se cassa dans la paroi. Occupe-toi des chats dans le jardin de Steppe. Il y en a trop, à mon avis. Quoi ? Trop de chats. Elle entendit le rire ému d'Aoi. Vous, réveillez bien le goth, il peut toujours servir. S'il n'avait pas demandé qu'on ne la ramène jamais à Camp Boban, mort ou vif, on l'aurait pris avec nous. C'était la voix de Silanfre. On le mangera s'ils veulent plus marcher. Adieu, maman. Adieu, la lueur. Adieu, Grantal. Surveille ton dos. Adieu, musicien. Au revoir, Larco, pêcheur en plein ciel. Veille sur Coriolis. Au revoir à tous. On se reverra, vous verrez. Au revoir. Et ce furent les derniers mots qu'on entendit d'eux. Nous savions tous que ce n'était pas vrai, qu'on ne se reverrait plus, et on pleurait tous comme des gosses, et on avait un coup de froid. Mais froid à mourir. Personne n'a de regrets ? Il est encore temps de les rejoindre. Tout le monde tourna la tête, et je n'entendis que des bruits de mouchoirs et des chuchotements sanglotés. Bon, Intervint Erg. il va falloir que quelqu'un se dévoue pour ouvrir la voie. J'ai l'épaule en vrac et le goth peut à peine se redresser sur un coude. Qui s'y colle ? Lui-même. Répondit Caracol en attrapant les anneaux de corde, les mousquetons et les coinceurs que tendait Erg à la cantonade. Suivez le singe. Tant que le temps reste au beau, Norska est tout à fait vivable, m'avait dit mon père. Mais dès que ça se couvre, n'essayez plus d'avancer. Creusez-vous un igloo et attendez que la tempête passe. Pendant les 18 premiers jours, le temps fut avec nous. Arval y vit un augure. Il n'était pas le seul. Notre chance considérable fut d'aborder Norska à la meilleure des périodes, à la fin de l'été. À l'abri, en plein midi, il faisait presque chaud. La réverbération du soleil sur la neige avait tanné nos peaux en brun rouge. L'orientation surtout était facilitée, nous disposions de cartes précises. La visibilité au sommet des crêtes et des cols était excellente.
Après l'aiguille d'Anton où Golgoth avait chuté, les difficultés techniques cessèrent. Un temps. Nous remontâmes une large vallée que Thalvek évalua à 2000 mètres d'altitude. Des troupeaux de yaks et d'ovibos nous offrirent une délicieuse viande fraîche. Nos autours débusquaient des lièvres variables à livres et brunes. Les faucons de Darbon se régalaient de marmottes à fourrure rouge qui émergeaient dans les zones déneigées. Ce fut un court moment de bonheur. Golgoth retrouva vite une grande partie de ses moyens. Il avait parfois des vertiges et il tombait sur les genoux, mais il se reprenait vite et refusait qu'on le relève. Ses hématomes disparaissaient. Il grimaçait pour lever son piolet gauche, comme Erg d'ailleurs, l'épaule. Néanmoins, aucun des deux n'était doué pour se plaindre. Que Golgoth ait pu faiblir l'avait rapproché de nous. Sa chute avait comblé cet étroit gouffre de mort qui nous le rendait trop souvent distant. Non pas qu'il eût, lui, changé. Sur le fond, il se vivait toujours comme invulnérable. Et cette certitude instinctive, après une chute pareille, avait quelque chose de fascinant à observer. Simplement, pendant 2 jours, nous l'avions porté, sorti de la paroi et sauvé. Pendant 2 jours, il était redevenu un homme, un corps de chair qui marque les plaies. Comme nous. Réduite à 14, désormais notre horde s'était resserrée autour de lui. Des tensions percées cependant par la dureté des conditions, personne ne résistait au froid de la même façon. L'acclimatation à l'altitude creusait des écarts inquiétants dans les pentes raides. En haute montagne, Thalvek devenait le plus apte à décider des trajectoires. Golgoth gardait ici sa compulsion aux traces directes là où la topographie impliquait le contraire, savoir contourner. Déléguant sa fonction de traceur, il glissait vers son rôle primitif, son meilleur rôle, tracteur. L'intensité de sa foi pour l'extrême amont, comment la qualifier ? Elle était sidérante. Qui plus que lui pouvait porter à ce point cette conviction que nous irions au bout ? Lorsque nous approchions du sommet d'un col, c'était dans ses yeux comme s'il s'attendait à franchir un portique au fronton duquel aurait été inscrit « Extrême amont, bienvenue ». Et cette hargne projective qui ne le lâchait jamais, cette obsession, elle nous irradiait tous. Elle se fortifiait par réverbération. Après une période de doute sévère, je recommençais moi-même à y croire. L'optimiste revenait. Nos cartes indiquaient pourtant une difficulté majeure. Un col à 5700 mètres, accessible par une unique rampe à 60 degrés, le couloir de Gardabaer. Sur la crête sommitale, le ciel se couvrait rapidement. Nous devinâmes le couloir plus que nous le vîmes. Un S verglacé, encadré d'éperons. Un toboggan vertical de 2300 mètres à franchir d'une traite ou presque. L'engagement serait total et nous l'attaquâmes au pire moment, en pleine tempête. En équilibre sur un clou, Erg fracasse de toute sa force la carapace de glace. La pointe du piolet grince en s'enfonçant d'1 centimètre. Des pâtitures giclent de la courte balafre, aussitôt dispersées d'une salve. Je griffe la marque, crispée sur mes crampons, en pur insecte, et je prie pour la première fois de ma vie. Au bout de 5 secondes, la crampe qui me montait au mollet reflue et je parviens à me retourner, dos à la pente, pour essayer de respirer. Derrière moi, dans le couloir à 60 degrés, il n'existe maintenant plus que des buttes de neige qui bougent, qui remontent inexplicablement vers nous. Plus de hordiers nulle part, de silhouette aucune. Le Krivets atteint par le pic la stridence d'une cale métallique sur un miroir. Puis la décrue survient, trop brève, et les rafales vibrent alors en cataracte sur la surface de la pente. Un moment plus tard, la mitraille du grésil reprend dans la bosse de mes joues, intense à faire pleurer. Un autre moment, ma cagoule était déchirée. Avant ou après ? Pietro émergea le premier du blanc absolu. Il n'avait plus de visage. Puis vint Arval, qui n'était qu'un éperce incisant la glace, avec des yeux d'un jaune flou qui hurlait. Seule couleur à travers la fente de son casque de bois. Et Caracol. Derrière eux, des masses croûtées de neige, des mottes d'hommes aveuglément se hissaient vers la cuirasse verglacée. Caracol ? Caracol est où ? Quoi ? Caracol, où il est ? Je ne le vois plus ! Impossible de bivouaquer ici.
Impossible de désescalader sans dévisser, impossible de continuer à grimper. C'est ce que doit se dire Erg, c'est l'évidence. Caracol! Au cri subit d'Arval, j'ai failli perdre appui. Je fixe à nouveau la pente. Je n'arrive pas à racler la coude de givre sur le hublot de mon casque. Je soulève ma visière en coque de méduse, criblée de fentes qui ne protège plus rien depuis des heures, et je balaye l'espace. Je cherche une aspérité, un relief, une couleur, mais je ne trouve rien. Le blanc a tout envahi. La prédiction de Caracol, latente en moi depuis ce matin, bien que toujours refusée et remise à distance, serre mon estomac. Je jette. Il faut attendre Caracol. On peut pas attendre. Tranche Erg. Firost a décroché aussi. Son manche de piolet a du jeu, il faut les attendre. Firost grimpe à son rythme. Il est solide. Si on les attend, on va geler sur pied. Erg repart. Personne n'a le cran d'insister. Nous sommes en train de couper le groupe en deux. L'erreur peut être fatale. Golgoth est revenu, qui grimpe en droite ligne dans la portion la plus dangereusement verticale de la pente et qui ne se retourne plus depuis longtemps. Larco et Coriolis sont les seuls à s'être encordés. Ils sont à une trentaine de mètres en dessous. C'est déjà beaucoup. Au même niveau, les deux oiseliers suivent depuis le début une masse énorme, Horst, qui assure le train. Caracol et Firost sont invisibles. Pietro a recommencé à tailler des marches pour Arval. Il hésite à attendre. Il crève de froid comme nous tous, dès qu'on s'arrête, 15 secondes. Il frappe à brefs coups de pied, secs à coups de poing crantés de fer, de coudes hérissés de pointe quand sa main ne bouge plus, de genoux quand le pied casse comme un pain de glace. Talvec élargit les prises à la disqueuse hélissée, un cadeau précieux de ma mère. L'éolienne à tambour tourne à 120 tours minute sous ce Krivets. Bien assez pour que les lames de diamant mordent. Le col est à 200-250 mètres de dénivelé amont. Je peux le situer au rotor qui incurve les rafales. Je me concentre sur chaque élément préhensible. Je reste précise. Précise. Discernement, me répète ma mère. Discernement dans la haute souffrance. Respire, Orochi, nourris ton effèche. Je respire, maman. Je respire quand je peux encore. Par moments, je sens le vif de Caliroé qui circule dans mes mains. Elle me préserve des engelures. Merci, jolie flamme. Merci à l'infini d'être là. J'obéis. J'obéis d'abord, mettant mes crampons dans les marches taillées. J'obéis à la lâcheté du groupe, à Golgoth et à Erg. Les suivre est si rassurant. Puis j'eus cette image mentale de Caracol à l'agonie dans la pente. Et ça, ce fut insupportable. Halte! Halte! Erg! Quoi? Il faut recoller les deux groupes. On est en train de faire le trou. Caracol et Firost sont largués, ils sont en danger. Il tourne la tête, arc-bouté sur ses deux piolets, coude des genoux contre la paroi. Il récupère. Une rafale manque de lui arracher le casque. Il me toise et souffle. Je sais. Tu sais, tu continues à tracer. Arrête-toi, merde! Il hoche la tête, hagard sans répondre, tandis que Pietro et Arval, qui m'ont entendu grâce au vent, interviennent. Pietro. Si nous restons sur les pointes sans bouger, c'est la crampe assurée. Nous allons geler debout. Qu'est-ce que tu proposes, toi? Sacrifier Caracol? Redescends le chercher, sauve. Si tu peux. Ne stoppe pas la cordée. Quelle cordée? Tu vois une corde, toi? Firost venait de décramponner du toboggan de glace. Je le sus à la rupture de flux. Une saute terrible en contrebas. Il avait glissé sans que personne ne le sache, l'entende ou le voie. De toute façon, nous nous étions d'un commun accord désencordés puisque personne ne pouvait plus retenir quiconque, pas même soi. Si Erg tombait, si je tombais, toute la horde était morte, dans l'enfilade, par le simple poids, l'accélération de la pente. Si Erg ne parvenait plus à strier la glace du piolet et des pointes, il tomberait sur toute la horde. Je le savais, je ne le savais plus, je ne pensais ni ne réalisais plus. Pourtant, ça, Firost avait dévissé. Le cri m'échappa. Firost! Où est-il? Roque Golgoth qui vient d'achever sa traversée horizontale pour repiquer sur nous. Firost est tombé. Son vif a décroché du corps, il remonte vers nous. Qui? Le vif remonte. Le vif. Son piolet merdait, je vous l'avais dit. On n'a rien entendu, sauve. Désolé.
répond Pietro avec sincérité. Erg l'a pas attendu, fallait faire bloc, merde, pas se lâcher. Bon, je fais la trace à Mont, je peux pas tout tenir. On est 10 devant, à geler debout, au bord de la crampe. Je dois vous sortir de ce couloir coûte que coûte, on est presque en haut. C'était vous ou eux. J'ai été fermé comme ça, moi, désolé. Erg la glapit plus qu'il ne l'a projeté. Il est hébété de douleur. Le mutisme qui suit n'a rien d'un silence. Car plus haut, c'est comme si la vitre du ciel venait d'éclater. Des éclats de verre sont projetés dans la pente. Je tiens mon casque par réflexe avant que la volée de tessons déferle et me lacère les paupières et le nez. Il faut redescendre. Asen sauve. Caracol est isolé, il va chuter s'il n'est pas soutenu, et Firost est peut-être encore vivant. On peut pas l'abandonner. Mais il ne croit pas un mot de ce qu'il dit. On va l'abandonner. On va l'abandonner parce qu'il est mort. Tout le monde le sait. Erg plisse les yeux dans la perspective de la pente. Il attend un moment qui me paraît vraiment très court, puis il dit « Allez, on y va. » Firost était son meilleur ami. Je suis restée seule au beau milieu du couloir avec Pietro et Orochi, arrimés tous les trois à un seul piton, incapables de sortir la corde du sac à dos pour tenter un rappel. La neige sifflait sur nous avec une finesse de pluie, par rafales abrasives, coups de rille. Postés à la verticale de la pente, les doigts au point d'engelure critique, nous jouions notre vie pour un seul homme, pour un ami. Caracol. Dans les moments extrêmes, je ne sais si les valeurs qui nous structurent en temps ordinaire ont beaucoup d'efficacité, un grillage qu'on tord, car le nœud seul ressort. La boule dure au viscère, elle, oui. Le nœud qui me soudait à Caracol, en corde à rire, en fil de rien, une complicité et des regards, du bout au bout, de joie en chanvre, tissé en laine de tout. Ce nœud vibra alors plus dense qu'un métal, presque aussi puissant qu'un vif. Je ne jugeais pas les autres, ni la rigueur d'Erg, ni même Golgoth de ne pas vouloir l'attendre. Golgoth avait toujours annoncé qu'il ne sacrifierait jamais la quête pour quiconque, même son ami, Firost. Que s'il devait être le seul à survivre pour aller chercher l'extrême amont, il irait, il le ferait, et il tenait parole. Firost était tombé, il continuait. Je l'avais regardé renfiler son casque profilé et repartir sans jeter un regard en arrière, tracé droit dans cette pente lisse sur laquelle riper signifiait donc mourir. Je ne l'avais pas admiré pour autant, non. Pas ici, pas à ce moment-là. Aucun idéal à mon cœur fut-il le mieux partagé de notre terre. J'entends trouver l'origine du vent. Ne vaudrait jamais le lien textile animal, ce miracle préhumain d'être tramé en fil de l'autre, ne vaudrait jamais d'être noué ainsi par l'âme, par l'influx sanguin et par les nerfs à Orochi, à Pietro et à Arval et à Talveg, à Aoi quelque part vivante en aval. J'en étais sûre. Et naturellement, noué à ce fantôme bleui qu'on veut enfin, tuant l'angoisse en 2 mots, traverser l'écran de froid du couloir de Garde-Baer et remonter vers nous. Carac! Oi, ça mec! Golgoth se ramassa et se redressa de toute sa hauteur sur ses pieds, et il frappa des 2 bras en même temps la paroi de métal blanc. À la vue du col, il souleva sa visière durcie de gel, inspira du plus fort qu'il put dans le tunnel de neige de son nez et cracha au vent. Puis il prit conscience de ma présence à sa droite et ça monta en lui, incompressible, énorme,
aussi sourd d'abord qu'une avalanche, puis aussi clair dans les 2 dernières syllabes qu'un éclat de pierre. Gorgée de liberté rageuse, comme si elle expulsait du ventre un lourd fragment de son vif, la voix de Golgoth tonitruа dans l'espace gigantesque du cirque de Schneiffelerkraft et se répercuta par écho grondant sur toute la longueur du couloir de Gardabaer jusqu'à nous. Un barrissement de mammouth immémorial qui nous ébranla jusqu'au bas des vertèbres. Je craignis une seconde le déclenchement d'une coulée, mais la joie d'approcher du sommet était telle. Le vif de Firost est passé en ergue, m'alerta Orochi ravi. Il est remonté à contrevent, c'est à peine croyable, sauf, mais il est là, ça nous renforce. Je n'eus pas le temps de lui dire qu'il était mort quand même et que rien ne remplacerait ça, que Pietro répondit à Golgoth à 100 mètres de distance.